Bonjour tout le monde. On va commencer dans une ou deux petites minutes. On va se laisser le temps à tout le monde d'arriver. Puis on commence, ça ne sera pas très long. Parfait. Je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur le rôle du pharmacien en oncologie. Le webinaire sera présenté par M. Julien Bourassa-Moreau. Julien est Bonjour. docteur en pharmacie. Bonjour Julien. Et il exerce à la pharmacie d'expertise La Rivière et Massicotte. Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Alors, je me présente, mon nom c'est Véronique Ranger, je suis la directrice générale adjointe à la Fondation québécoise du cancer. Vous allez remarquer que vos micros et vos caméras sont fermés. Je vous demande, vous pouvez ouvrir vos caméras, mais les micros, on demande de les garder fermés le temps de la présentation. Nous aurons une période de questions à la fin, donc vous pourrez ouvrir vos micros à ce moment-là pour poser les questions. Par contre, vous pouvez utiliser le clavardage en tout temps pour écrire vos questions et je pourrai les poser soit à la fin ou durant la présentation à Julien. Je tiens aussi à vous aviser que le webinaire est enregistré et il sera disponible sur la page YouTube de la Fondation dans les prochains jours. Donc, avant de commencer et de tomber dans le vif du sujet, je voulais prendre quelques petites minutes pour vous présenter les services et programmes de la Fondation québécoise du cancer. La Fondation célèbre son 45e anniversaire cette année et notre mission depuis le début est de soutenir les gens qui vivent avec le cancer et leurs proches au quotidien. Et pour accomplir cette mission-là, on a une multitude de programmes et services que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Donc, la Fondation offre en fait des services d'information à travers sa ligne InfoCancer et son service de bibliothèque. La ligne InfoCancer, c'est une ligne confidentielle et gratuite et ce sont des infirmières expérimentées en oncologie qui répondent à toutes vos questions. Donc, n'importe quelle question sur tout le continuum de la maladie, que ce soit au dépistage jusqu'au retour à la vie normale, nos infirmières peuvent répondre à vos questions et vous diriger vers d'autres ressources comme des nutritionnistes, sexologues et psychologues. Nous avons aussi un service de bibliothèque, lui aussi, qui est complètement gratuit. Et nos documentalistes vont vous aider à trouver les ressources que vous cherchez. Encore une fois, qu'importe le sujet, que ce soit sur la maladie directement, sur la communication, sur le deuil, nous avons une multitude de livres qui peuvent être envoyés à travers la province au complet gratuitement et aussi des ressources en ligne comme des webinaires, des articles, des sites web qui peuvent vous être envoyés par courriel. Nous offrons aussi du soutien psychologique. Comme je vous ai dit, nous avons des psychologues dans notre équipe et on offre 2 séances gratuites lorsque c'est nécessaire là, aux personnes qui en ont besoin. On a aussi un service de jumelage téléphonique, lui aussi complètement gratuit. Et donc, les gens qui ont besoin de parler à des gens qui ont vécu une expérience similaire à la leur, on va les jumeler avec de nos bénévoles là, qui ont passé à travers une épreuve, que ce soit le même type de cancer ou le même type de situation. Par exemple, un parent qui aimerait parler à un autre parent de comment ils ont abordé ça avec leurs enfants, ben, c'est possible pour nous là, de vous mettre en contact. Nous avons aussi des programmes de bien-être physique, par exemple la kinésiologie, du yoga, qui sont des services gratuits. Et nous avons des services aussi payants, mais à très peu de frais, comme la massothérapie et l'acupuncture à 25 $ la session. Nous avons des centres d'hébergement à travers la province, donc 6 hôtelleries. On sait que quand on reçoit un diagnostic de cancer, on ne sera pas nécessairement traité à côté de la maison. Donc, ces centres d'hébergement permettent de loger à peu de frais proches des grands centres de traitement. On parle de 30 $ la nuit avec repas inclus pour les gens là, qui sont en traitement pour le cancer. Nous avons aussi des programmes d'aide financière et juridique. On a un programme qui s'appelle le programme d'aide à la vie quotidienne ou PAVQ,
qui permet aux gens qui vivent avec des très petits moyens d'obtenir jusqu'à 1 000 par année pendant 2 ans pour aider à subvenir à leurs besoins. Et nous avons aussi de l'aide juridique gratuite en collaboration avec Juripop, qui, eux, offrent la consultation gratuite par téléphone pour toutes les questions au niveau légal et juridique. Nous avons aussi un programme dédié en fait pour les 15 et 39 ans qui s'appelle le programme Afélix. On sait que la réalité des adolescents et jeunes adultes n'est pas nécessairement la même que pour les adultes et personnes aînées. Donc, le programme recense de la documentation, des informations vraiment dédiées à ce groupe d'âge. Et finalement, nous avons un répertoire de ressources en ligne sur notre site web qui permet de trouver des ressources à travers la province. On parle de à peu près 2000 ressources qui sont dans ce répertoire-là. Donc, selon ce que vous cherchez, si c'est de l'aide à domicile, de l'aide au ménage, du transport, de l'hébergement, il suffit d'écrire ce qu'on cherche, la région, et les services vont apparaître. C'est ce qui fait le tour pour les services de la Fondation. Je vais laisser maintenant la parole à Julien pour tomber dans le vif du sujet. Merci Véronique. C'est impressionnant toutes les ressources qui sont disponibles. Je savais pas que je savais que vous faisiez beaucoup de choses, mais je ne savais pas que vous en faisiez autant. On s'y est Euh, occupé. Alors, ben, c'est ça. Aujourd'hui, j'aimerais ça présenter à tous ceux qui sont ici avec nous en ce moment, puis à ceux qui vont écouter la présentation par la suite sur YouTube. Ben, merci d'être là. Puis j'aimerais ça vous présenter, dans le fond, un peu le rôle du pharmacien. Alors, 5 façons que le pharmacien peut vous aider avec les traitements du cancer. Euh, le, Moi, je suis pharmacien à la pharmacie La Rivière et Massicotte depuis 9 ans. C'est une pharmacie avec une pratique qui est dédiée au cancer. Comme moi, toute ma journée, comme aujourd'hui, ce matin, je traitais, ben, je m'occupais de patients qui ont le cancer, puis je dirais peut-être 70% que de ce qu'on fait, c'est ça. Comme par exemple, on n'a pas de vitamine D ou de traitement du diabète, on a vraiment juste des traitements du cancer à la pharmacie. Et puis c'est ça, je travaille là depuis 9 ans. Alors, c'est ça. Puis je voulais partager aux patients un peu un peu voir avec vous, c'est quoi les défis qu'on peut avoir quand on prend un traitement du cancer à la maison. Puis avec un exemple d'un cas patient fictif, ben, je vais essayer de vous montrer un peu c'est quoi notre démarche de pharmacien, puis de voir comment le pharmacien peut vous aider dans la gestion des effets indésirables, par exemple. Alors, pourquoi ça, c'est un sujet important? Ben, c'est le traitement du cancer à la maison, puis tout ça, ben, c'est parce que les traitements du cancer se sont vraiment complexifiés. Ça, c'est super bien pour les patients, là. Je pense que dans le cancer, c'est plein de différentes maladies, mais parmi ces maladies-là, les traitements, pour beaucoup, ça s'est vraiment amélioré. Les gens ont une meilleure qualité de vie. Les gens, ils vivent mieux, ils vivent plus longtemps, puis tout ça. Alors, ça change vraiment ce que c'est le cancer pour ces gens-là. Mais ça passe à travers, en partie, ben, dans les 20 dernières années, il y a eu plus que 200 nouveaux médicaments pour traiter le cancer. Puis, en ce moment, en développement, il y a plus que 2000 médicaments qui sont en train d'être développés pour traiter le cancer. Alors, la complexité va juste ça va juste être de plus en plus complexe avec le temps. Puis aussi, ben, avant, si on simplifie un peu, avant, les gens allaient à l'hôpital pour recevoir des traitements de chimiothérapie, puis étaient comme encadrés par l'équipe à l'hôpital pour le recevoir. Puis maintenant, il y a de plus en plus de gens qui, au lieu d'avoir un traitement qu'on reçoit à l'hôpital, ben, c'est un traitement qu'on prend à la maison. Alors, l'encadrement est différent. Euh, Puis, c'est ça, c'est un peu, ça devient, le rôle du pharmacien devient de plus en plus important parce que, par exemple, le pharmacien, c'est souvent le dernier professionnel qui va être en contact avec le patient avant qu'il commence son traitement. Alors, euh, moi, je suis pharmacien, je ne suis pas un patient. Mais j'ai accompagné des patients qui ont le cancer la dernière décennie. Puis, je pense que, je ne suis pas un patient, mais je pense que si je me mettais à la place d'un patient, ce que je chercherais comme service d'une pharmacie, j'aimerais ça avoir, finalement, quand que j'ai un diagnostic du cancer puis que je commence un nouveau traitement, mais j'aimerais ça, être pris en charge, sentir que
les choses vont se passer de façon proactive, qu'on me tienne au courant des démarches de qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais ça que ça soit qu'on puisse commencer le traitement le plus rapidement possible. Puis j'aimerais ça, être confortable, avoir le moins possible d'effets indésirables pour être capable de prendre mon traitement autant que possible pour aller vraiment chercher toute l'efficacité du traitement. Puis je pense que c'est un peu ça que les patients recherchent comme du service d'une pharmacie finalement. Parce que un des gros enjeux pour les traitements du cancer, c'est l'accès et le remboursement. Alors, c'est des médicaments qui sont souvent qu'on utilise, disons qui sont relativement rares, là, pas toujours, mais possiblement. Puis c'est aussi souvent des médicaments qui sont très, très chers, puis qui demandent d'avoir des demandes de remboursement spéciales qui sont faites. Si un médicament est donné à l'hôpital, comme par exemple une injection, mais là, évidemment, c'est l'hôpital qui va fournir le médicament. Puis, dans ces cas-là, s'il y a un autre médicament à prendre par la bouche, l'hôpital va devoir aussi fournir les autres traitements qui vont avec ce qui est administré à l'hôpital. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment l'hôpital qui va prendre en charge ce traitement-là, qui va s'en occuper, puis ça va fonctionner comme ça. Par contre, si le traitement, c'est un traitement qu'on peut prendre à la maison, à ce moment-là, ben, le médicament va être payé par l'assurance du patient. L'assurance du patient, pour beaucoup de monde, c'est la RAMQ, l'assurance publique, ou sinon les assurances privées. Souvent, ces traitements-là du cancer, ça prend une demande de remboursement qui est faite pour que ça puisse être remboursé. Puis, ces demandes-là, pour les traitements du cancer, la RAMQ est quand même très rapide pour traiter ces demandes-là. On est chanceux au Québec, on a quand même une très bonne assurance publique pour les traitements du cancer qui couvre beaucoup de choses puis qui est assez rapide pour répondre, même que des fois, c'est en moins que 5 jours ouvrables qu'on va avoir une réponse. Pour les assurances privées, c'est variable. Il y a des assurances privées qui sont très rapides, il y a des assurances privées qui ont même des pharmaciens qui travaillent pour eux et qui nous appellent, puis que là, on va pouvoir régler les problèmes de remboursement ensemble, puis là, vraiment, comme très rapidement, ça va être approuvé. Puis il y en a d'autres assurances privées que eux, si on les appelle pour savoir s'il y a une demande qui a été faite par le médecin, etc., pour faire nos tâches administratives, ils vont refuser de parler aux professionnels de la santé. Ils vont accepter seulement de parler au patient ou à la personne assurée, puis des fois, ils vont même refuser de parler à un aidant naturel. Alors, c'est très variable pour les assurances privées, mais ça, c'est des choses qu'on a de l'expérience avec, les pharmaciens, puis on a de l'expérience à gérer ça. Alors, ça, c'est le premier point, la première façon que le pharmacien a d'aider les patients qui ont le cancer. J'ai fait une dictée trouée pour travailler la mémoire, puis alors, c'est d'aider à naviguer les problèmes liés à l'accès et au remboursement. Alors, on va passer au deuxième point. On va voir c'est quoi plus tard. Alors, moi, ma pratique, je suis dans une pharmacie d'expertise qui travaille, comme je vous ai dit, je travaille surtout avec des patients qui ont le cancer pour des médicaments en oncologie. Puis, mais je voulais un peu vous mettre en contexte. Alors, je pense qu'on voit ma souris. Ici, à gauche, on a l'hôpital où la plupart des professionnels de la santé que le patient va côtoyer vont être. Alors, c'est là où la plupart du temps où le patient va rencontrer son médecin, il va avoir des infirmières, il va avoir des infirmières pivots en oncologie qui vont souvent être très, très impliquées pour les suivis, pour toutes sortes de choses, puis qui vont être pour nous une ressource importante aussi pour euh, gérer des problèmes, etc., organiser le contact avec l'hôpital. Il va y avoir les coordonnateurs à l'accès aux médicaments. Ça, c'est des gens qui vont aider à l'hôpital, qui vont aider les médecins à remplir les demandes de remboursement pour être sûr que les patients aient l'accès à ces produits-là. Ensuite, il y a les pharmaciens d'oncologie. Eux, c'est les pharmaciens qui vont gérer tous les traitements qui sont donnés à l'hôpital. Ils vont s'assurer de la sécurité et de l'efficacité de ces traitements-là. Puis parfois, dans certains centres, ils vont s'occuper aussi des traitements que les patients vont prendre à la maison, comme dans l'exemple qu'on a ici.
mais ce n'est pas tous les hôpitaux, ça varie d'un centre à l'autre. Alors, c'est ça, ça dépend, ce n'est pas tout le temps le cas. Ensuite, il y a le patient, évidemment. Il y a les proches aidants qui sont souvent impliqués puis qui jouent un grand rôle, qui n'est pas assez reconnu des fois. Puis ensuite, c'est ça, il y a la pharmacie de quartier que tout le monde connaît, là, que je n'ai pas besoin de présenter. Puis moi, je travaille dans une pharmacie qui est une pharmacie où on ne sert pas tous les médicaments pour les patients. On va servir souvent seulement le traitement du cancer. Alors, puis on va travailler en concert avec la pharmacie régulière, là, où on va les tenir au courant, puis tout ça. Puis, dans le fond, ce que je fais, vous allez le voir un peu à travers ma présentation, mais c'est ça, je m'occupe des traitements du cancer pour les patients. Juste, c'est ça, au Québec, on est libre de choisir la pharmacie où on fait affaire. Alors, comme tous les traitements du cancer, à part quelques exceptions, mais ils sont disponibles dans toutes les pharmacies. Vous pouvez, il y a comme quelques exceptions où parfois il faut que la pharmacie soit accréditée pour le servir, là. Souvent, c'est Santé Canada qui impose ça pour des raisons de sécurité. Mais pour la grosse majorité des médicaments, ils sont disponibles dans toutes les pharmacies. Le patient, il a le choix de la pharmacie où il fait affaire. Alors, puis aussi, vous pouvez consulter d'autres pharmaciens aussi. C'est libre à vous. Alors, je vais commencer à vous présenter le cas patient qui est fictif. C'est une patiente, Mme Martineau, qui a 72 ans, qui malheureusement, elle se fait diagnostiquer un cancer de la thyroïde avec des métastases. Elle reçoit une prescription de son oncologue, puis elle l'amène à sa pharmacie régulière. Ça, c'est un médicament qu'elle va prendre par la bouche une fois par jour. Là, sa pharmacie régulière, elle regarde ça, ils n'ont jamais servi ce médicament-là. Ils se rendent compte que pour le commander, il faut ouvrir un compte avec un distributeur. Ça va prendre au moins 10 jours avant d'avoir une réponse. Ils connaissent une pharmacie d'expertise qui est la nôtre. Et là, ils nous appellent pour voir si on peut s'en occuper. Oui, on peut s'en occuper. Alors, il avise, le pharmacien là-bas avise Mme Martineau, puis lui propose, dans le fond, ce service-là. Mme Martineau accepte. Puis là, on reçoit ce nouveau dossier-là. Alors, la première étape dans une situation comme ça, c'est on va aller collecter l'information. Alors, le but de collecter l'information, c'est un peu d'aller anticiper, de voir un peu toute la situation, c'est quoi le problème de santé qu'on veut traiter. Est-ce que ça se peut qu'on ait besoin de faire une intervention pour la sécurité ou pour l'efficacité? Puis, comment est-ce qu'on fait ça pour avoir collecté toute l'information? Bien, d'abord, ça commence avec le patient. On va lui poser plusieurs questions ou le proche aidant. Ensuite, sur le dossier de santé du Québec, qui est un dossier électronique que les professionnels de la santé peuvent accéder, on a accès à la liste des médicaments que les patients prennent puis qui ont pris par le passé. Puis on peut voir aussi les résultats de laboratoire des prises de sang qui ont été faites. Puis on peut voir aussi souvent les résultats d'imagerie. Alors avec tout ça, on va collecter cette information-là, comme par exemple le poids, la taille, les résultats des prises de sang. Est-ce que la personne a d'autres problèmes de santé? Est-ce qu'il y a une chirurgie qui est prévue? Est-ce qu'il y a des problèmes cardiaques? Est-ce qu'on a vérifié l'électricité du cœur en faisant un ECG? Ensuite, pour faire l'histoire pharmacothérapeutique, là, on va regarder un peu les médicaments que le patient a pris, les raisons pour ça, pourquoi il les prend. Est-ce qu'il y a eu d'autres traitements qui ont été reçus à l'hôpital ou des médicaments qu'on prend en vente libre ou des produits de santé naturelle? Alors, une fois qu'on s'est fait le portrait du patient, on va analyser. Alors, dans l'analyse, on va se demander, il va y avoir plusieurs choses qu'on va voir et on va se demander est-ce que c'est le bon traitement et la bonne dose pour le type de cancer et le stade? Dans ce cas-là, la dose est un petit peu plus petite, mais pour ce type de médicament-là, on fait parfois ça où on commence avec une petite dose, puis qu'on ajuste à la hausse quand ça se passe bien. Est-ce que le remboursement, est-ce que ça passe? Puis là, non, ce n'est pas encore approuvé. Il y a une demande qui a été faite à la RAMQ, mais elle est en attente de traitement. Ensuite, on va regarder
est-ce que la dose est adéquate par rapport au rein, par rapport au foie? Est-ce que la pression artérielle est contrôlée parce que ce médicament-là peut l'augmenter? Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce qu'il y a des problèmes au cœur ou un risque de faire un caillot? Est-ce qu'il y a des traitements de support adéquats qui ont été prescrits? Ça, les traitements de support, c'est les traitements, par exemple, contre la nausée ou contre la réaction main-pied, qui est une réaction qu'on peut avoir à la peau quand on commence certains types de traitements du cancer. Dans ce cas-là, non. Alors, comme pharmacien, ben, c'est un des nouveaux pouvoirs ou un des nouveaux rôles qu'on a, c'est qu'on peut prescrire un traitement de support contre la nausée. Puis, on va prescrire une crème aussi pour les mains et les pieds en prévention de cette réaction-là. Ensuite, pour le suivi, on va s'en parler tout à l'heure, mais notre rôle va continuer. C'est ça, on a un rôle de suivi. Alors, ben ça nous amène à la deuxième façon que le pharmacien peut vous aider, c'est en prescrivant les traitements contre la nausée. Alors, ensuite, on va voir pour la suite. Ensuite, ben, une fois qu'on a fait l'analyse, on va attendre que le médicament soit approuvé. Puis une fois qu'il est approuvé, on va rappeler le patient puis prendre le temps de faire de l'enseignement sur le nouveau médicament qu'ils vont avoir à prendre. Ça prend du temps. Il y a plusieurs choses à expliquer. Souvent, typiquement, ça prend comme entre 30 à 60 minutes de temps pour ouvrir un nouveau dossier comme ça. On peut le faire en personne, mais nous, on le fait beaucoup au téléphone. Les gens sont installés chez eux, puis ils peuvent prendre des notes, puis on le fait à un moment qui leur convient. Évidemment, le conseil, on l'adapte à la personne qu'on a en face de nous, à son niveau de connaissance, puis tout ça. On va le donner souvent aux patients, mais aussi souvent, il y a les proches aidants qui sont très impliqués puis à qui on va donner le conseil finalement. Les feuillets d'information qu'on va remettre, on va toujours prioriser les feuillets d'information qui sont faits par une ressource un peu spécialisée, disons, là, comme par exemple le GEOC, qui est un groupe puis c'est des conseils qui sont faits par les pharmaciens en oncologie, puis qui ciblent vraiment les effets indésirables qui sont importants, puis comment les gérer, qui sont bien faits. Alors, parmi les choses qu'on doit montrer quand on commence, quand on fait un enseignement pour un nouveau traitement, ben, on va expliquer au patient un peu, on va s'assurer que le patient comprenne l'objectif de son traitement, avoir une idée, grosso modo, en combien de temps on peut s'attendre à avoir un effet. Comment est-ce qu'il faut le prendre, le médicament, pour avoir cet effet-là? Est-ce qu'il faut le prendre avec de la nourriture, sans nourriture? Est-ce que c'est un cycle de traitement avec des arrêts pendant une période? Quand est-ce que les cycles se répètent, etc. On va pouvoir donner des outils pour ça aux patients, comme un calendrier ou le préparer dans un pilulier, etc. Ensuite, on va parler des effets indésirables. On va parler c'est quoi ces effets-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? Est-ce que parfois c'est important de faire des mesures pour prévenir ces effets-là avec les traitements du cancer? Qu'est-ce qu'on fait si ça se produit? Qu'est-ce qu'on peut faire comme autotraitement pour gérer ça à la maison? Puis aussi, ben, dans quelles circonstances est-ce qu'un effet indésirable, ça veut dire que là, il ne faut pas juste s'auto-traiter à la maison, il faut communiquer avec l'équipe médicale. Parfois, c'est juste, on appelle, puis on laisse un message pour être évalué plus tard, ou à d'autres moments, c'est non direct, il faut aller à l'urgence. Toute cette information-là, elle est résumée sur le fait d'information, puis comme j'ai dit tout à l'heure. Puis ensuite, ben, une fois que la personne a reçu son conseil, on est prêt à envoyer le médicament et tout, ben, on va communiquer avec le reste de l'équipe pour être sûr que tout le monde soit au courant de ce qui se passe pour ce patient-là. Alors, ben, on va aller aviser l'infirmière pivot. Souvent, c'est eux qui vont organiser les prises de sang au début du traitement, puis le prochain rendez-vous médical. Ensuite, on va aviser aussi le pharmacien du quartier pour qu'il sache quand est-ce qu'on a commencé, c'est quoi le médicament, pour qu'on puisse se coordonner pour les traitements de support ou pour
pour les suivis qu'il y a à faire. Puis, si c'est nécessaire, si on a des ajustements de dose ou si on a des questions, bien, on va aller communiquer avec le médecin qui a prescrit pour voir avec lui pour les ajustements et tout ça. Alors, ça m'amène à la troisième façon pour aider les patients qui ont le cancer, c'est l'enseignement sur les traitements. Ensuite, on va voir c'est quoi qu'on fait en lien avec les effets indésirables. Alors, en résumé, sur une ligne du temps pour Mme Martineau, lundi, elle est allée voir son médecin, elle a reçu la prescription. La pharmacie régulière, dans le fond, lui a recommandé notre pharmacie pour ce médicament-là. Nous, on a reçu la prescription. On a vérifié tout de suite, est-ce que ça passe à l'assurance? Pas encore. La demande a été faite, alors on n'a pas besoin de relancer l'hôpital là-dessus. Et puis, à ce moment-là, on appelle le patient, on analyse le dossier, on appelle le patient pour dire, c'est bon, on a reçu la prescription, ça va prendre environ tant de temps pour que ça soit approuvé. On va vous poser quelques questions pour mettre à jour votre dossier, être sûr qu'on a toute l'information. S'il y a un problème comme ça, on va pouvoir le régler tout de suite. Comme ça, quand ça va être prêt, on va pouvoir commencer. Ensuite, le lendemain, on fait un test, puis ça ne passe toujours pas. Le surlendemain, on fait un autre test, puis le remboursement ne passe toujours pas. Puis là, le jeudi, c'est approuvé. À ce moment-là, on rappelle le patient, on prend le temps de faire un conseil ensemble, de parler du médicament et tout. On avise les autres professionnels de ce qui se passe, puis on planifie une livraison. Et puis le vendredi, comme ça, Mme Martineau peut commencer son traitement. Alors, ensuite, le rôle du pharmacien ne s'arrête pas là. Le rôle du pharmacien, d'une certaine façon, il fait juste commencer. Nous, on va jouer un rôle dans le suivi de la thérapie avec le patient. Puis, ça, dans le fond, il va y avoir plusieurs moments où ça va être où on va faire ça. Au début, évidemment, on va être beaucoup impliqué quand on ouvre le dossier la première fois qu'on sort le médicament, comme tout ce qu'on s'est dit. Puis après ça, 7 jours après, on va appeler le patient pour aller évaluer, pour poser des questions au patient pour vérifier s'il y a des effets indésirables. Puis pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en prenant en charge des effets indésirables rapidement, en étant pris en charge rapidement, le patient, on va pouvoir minimiser les effets indésirables parce que souvent, on les connaît, ces effets indésirables-là. Ils sont bien documentés, puis ils se répètent souvent les mêmes pour les patients. Alors, en agissant tôt, on peut éviter que ça devienne plus important. On peut éviter d'avoir à arrêter le traitement. Puis, comme ça, on s'assure d'avoir la meilleure efficacité possible avec le médicament. Puis ensuite de ça, les autres moments où on va faire des suivis, ça va être autour des rendez-vous, après les prises de sang pour les vérifier, au renouvellement quand on va renouveler le médicament, puis à la fin du traitement, c'est plusieurs points où on va faire des suivis. Alors, ça m'amène à la quatrième façon que le pharmacien peut aider, c'est en prenant en charge la gestion des effets indésirables. Puis là, on va voir c'est quoi la cinquième façon. Alors, dans ce cas-là, au suivi 7 jours, on appelle Mme Martineau, puis on lui avait demandé de mesurer sa pression. Elle avait une machine à la maison. Puis on se rend compte que sa pression a augmenté, puis elle est rendue haute, alors qu'avant, sa pression était correcte. Ça, c'est un effet désirable qui est assez fréquent avec le médicament qu'elle a commencé. C'est aussi un effet que si on ne le contrôle pas rapidement, ça peut augmenter encore beaucoup plus puis faire que ça devienne une urgence, que le patient doit aller à l'hôpital pour être évalué rapidement puis qu'on gère la crise hypertensive. Alors, dans ce cas-là, on s'en rend compte, on communique avec le médecin de famille pour qu'on débute rapidement un traitement pour l'hypertension. Le médecin de famille est d'accord. Il envoie la prescription à la pharmacie de quartier du patient, puis la pharmacie de quartier peut lui servir son médicament pour la pression.
À ce moment-là, ben, on planifie un suivi 5 jours plus tard pour vérifier qu'on a bien contrôlé la pression, que tout se passe bien. Puis à ce moment-là aussi, ben, on se rend compte que Mme Martineau, au début, c'était stressant. Elle a eu son diagnostic et elle doit commencer un traitement. Alors, elle s'est rendue compte qu'elle a perdu la requête qu'on lui avait remise pour aller faire une prise de sang. Alors, c'est pas grave, on peut la dépanner. En attendant son prochain rendez-vous, on peut lui fournir une requête pour qu'elle puisse aller faire une prise de sang. Ça, c'est un des nouveaux rôles des pharmaciens ou un des nouveaux pouvoirs qu'on a. C'est on peut prescrire des tests de laboratoire. Alors, on ne peut pas les prescrire pour diagnostiquer, parce qu'on ne peut pas faire ça diagnostiquer, mais on peut les prescrire pour faire le suivi des effets indésirables, puis pour faire le suivi de l'efficacité des traitements. Alors, ensuite de ça, 5 jours plus tard, on rappelle Mme Martineau pour faire le suivi. On se rend compte que sa pression est correcte, elle est belle. On vérifie ses résultats de prise de sang, puis c'est beau. Mais en lui parlant, on se rend compte qu'elle a de la diarrhée, qu'elle a 5 selles par jour qui sont liquides. Alors là, on lui fait un conseil par rapport à ça, on la questionne, on lui recommande de comment traiter sa diarrhée, de prendre des comprimés pour la diarrhée, puis dans quelles circonstances est-ce qu'il faut qu'elle aille consulter si elle ne voit pas d'amélioration et tout ça. Alors, ben, c'est ça. Ça fait le tour un peu de mon survol de c'est quoi le rôle du pharmacien. Je pense que le message important, c'est que les traitements du cancer sont de plus en plus compliqués. Euh, les patients qui ont le cancer, c'est des gens comme. Chaque personne est un peu unique, là, ils ont des besoins particuliers qui ne seront pas pareils d'une personne à l'autre, puis qui ne seront pas pareils dépendamment du traitement qu'on reçoit. Puis ce fardeau-là d'avoir accès aux médicaments, de faire les demandes de remboursement, puis tout ça, ça ne devrait pas être un fardeau qui est mis sur le dos du patient ou du proche aidant. Tu sais, le patient ou le proche aidant, il devrait pouvoir se concentrer sur soigner sa maladie. Puis, le pharmacien, dans le fond, on est vraiment bien placé pour faire ça. On est les experts en médicaments. On connaît les médicaments qu'on sert, les effets indésirables, on peut les anticiper. On est très disponible. Puis, dans le fond, on travaille en équipe avec le reste de l'équipe médicale pour s'assurer que le traitement du cancer se passe bien, que les patients soient confortables, puis qu'on ait le meilleur résultat possible. Alors, ben, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions et tout. Vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro ou l'écrire dans le clavardage. Ça va faire plaisir à Julien d'y répondre. Ben, moi, Gênez-vous Julien, en pas. fait, c'est ça. Ben, moi, je peux ouvrir le bal, en fait, parce qu'on a souvent des questions à la ligne, justement, Info Cancer. Donc, une des questions qui revient, c'est est-ce que la pharmacie peut aider à trouver des ressources auprès des compagnies pharmaceutiques ou d'autres parties lorsque la prise des médicaments n'est pas couverte par l'assurance ou par la RAMQ? Ben, oui, dans le fond, c'est des situations qui arrivent. Là, dans le fond, c'est les médicaments ne vont pas être couverts dans toutes les circonstances, puis tout ça. Ce qu'on voit des fois, c'est, admettons, les assurances privées qui vont peut-être moins bien connaître ces médicaments-là, puis ils vont refuser certaines circonstances où ils seraient approuvés par la RAMQ parce que c'est assez technique, là, mais la RAMQ serait comme accepté en mesure de patient d'exception. Puis ça, c'est pas écrit noir sur blanc dans les documents, mais les assurances privées devraient le couvrir dans ces cas-là parce que les assurances privées doivent couvrir au moins tout ce qui est couvert par la RAMQ. Puis ça, c'est des situations que je vois souvent où les gens, tu sais, le médecin il est comme pourquoi ça passe pas, ça devrait passer à l'assurance. Tous mes patients RAMQ le reçoivent, ce médicament-là, puis j'ai pas de problème. Puis, mais là, le patient, dans les faits, il n'y a pas de couverture, fait qu'il ne peut pas commencer son traitement tout de suite. Puis ça, ce serait une des circonstances là, où les patients auraient, ils demanderaient un peu ce qui est demandé dans la question, là, d'avoir une autre façon d'avoir accès aux médicaments. Les compagnies pharmaceutiques, je ne suis pas comme un expert de leurs lois puis tout ça, là, mais ce que je comprends, c'est qu'ils
ils ne peuvent pas comme transiger directement avec les patients. Alors, ils ont mis en place des programmes de support aux patients qui, eux, peuvent fournir du médicament aux patients en attendant que ce soit approuvé par leur assurance, etc. Puis qui vont des fois aussi en fournir pour des situations où ce n'est pas approuvé. C'est assez complexe à naviguer. Nous on a l'habitude de gérer ça, puis les patients peuvent chercher aussi en ligne ou tu sais, mettons, si c'est un patient qui pose la question, puis qu'il y a une question spécifique à sa situation, ben, il peut toujours nous appeler. Je pense que nos coordonnées vont être disponibles dans la présentation là, ou nous envoyer un courriel, puis on pourra en parler. Là. Ouais. Oui, les coordonnées sont justement à l'écran, donc vous pouvez prendre ça en note. Mm-hmm. C'est pour nous rejoindre autant à la Fondation que la Rivière et Mascotte. Je crois que quelqu'un a une question? Oui. Bonjour, Bonjour. vous m'écoutez? Bonjour. Oui, je vous entends. En fait, je présente, c'est Samir Riaz, je suis pharmacien diplômé à l'international. Oui. J'écoute attentivement votre communication parce que j'ai travaillé en milieu hospitalier avec les services de cancérologie, les cancers liquides, et l'hématologie, les cancers solides, l'oncologie. J'aimerais bien poser une question sur le rôle du pharmacien ici au Canada, spécifiquement au Québec. Est-ce que le pharmacien, il est là uniquement pour prodiguer des traitements et conseiller le malade quant à la bonne prise en charge, à la bonne prise de ces traitements, ou est-ce qu'il est également dans un rôle de prévention primaire et de prévention secondaire? Prévention primaire, ça veut dire que même un malade qui n'est pas touché par la maladie, mais qui a d'autres pathologies, peut très bien le conseiller parce qu'il y a des facteurs de risque qui peuvent engendrer l'apparition des maladies chroniques, mais aussi le cancer. Et la prévention secondaire, ça veut dire que les gestes à faire pour que la maladie soit plus légère pour le malade, indépendamment de la prise médicamenteuse. Merci. Oui, ben, c'est une bonne question. Moi, je dirais ce rôle-là, on le joue d'une certaine façon, dans le sens, admettons, comme les femmes qui ont le cancer du sein puis qui vont prendre des traitements pour éviter qu'il y ait une récidive du cancer du sein ou, puis etc. Mais puis, je dirais le rôle du pharmacien au Québec, c'est vraiment comme, on appelle ça un peu comme des soins pharmaceutiques, là, où on prend en charge un peu comme le traitement, et en fait le patient dans tous ses problèmes de santé, puis on essaie de voir est-ce que les choix qui ont été faits de ces traitements, puis des autres traitements, est-ce que c'est les meilleurs choix pour le patient, puis comment est-ce qu'on peut optimiser ça, puis comment est-ce qu'on peut anticiper les problèmes. Puis tout ça. Puis dans le sens de la question que vous avez, c'est plus si on a un rôle dans la prévention primaire, mais ça serait, admettons, de faire du dépistage, puis des choses comme ça. Puis en prévention secondaire, ben, ça pourrait être de donner le bon traitement adjuvant, là, le bon traitement après le traitement du cancer pour s'assurer que ça ne revienne pas. Puis ça, oui, mais j'ai comme un peu de la difficulté à répondre dans le sens que je pense que ça touche à beaucoup de choses en même temps, comme ce concept-là là, de prévention, puis de prévention secondaire. Là. Je m'excuse si je ne peux pas répondre plus spécifiquement. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, j'en aurais une deuxième aussi, Julien, qu'on entend parfois. Dans ton exemple que tu donnais, justement, notre Madame Martineau, notre patiente qui a sa pharmacie régulière, son pharmacien ne peut pas l'aider nécessairement avec le médicament, donc dirige vers une pharmacie de spécialité. Si, par exemple, la pharmacie régulière peut aider, donc le patient reste à sa pharmacie régulière, mais que son pharmacien n'a pas nécessairement les réponses à toutes les questions. Est-ce que le patient peut contacter une pharmacie de spécialité, même s'il n'est pas un de leurs clients, pour poser des questions? Ben, oui, c'est possible. Puis je veux pas faire
juste dans le terme, je ne veux pas être trop strict sur les termes qu'on utilise, mais juste pharmacie de spécialité, ce n'est pas un terme qu'on utilise parce que, en tout cas, le concept de spécialité ne s'applique pas à ça. Là. Donc, peut-être ça s'appliquerait plus à des pharmaciens à l'hôpital qui ont fait comme des surspécialisations. Là. En tout cas, c'est un autre sujet. Puis c'est juste, je voulais juste préciser ça. Mais oui, on est disponible pour répondre à des questions. Je pense que dans notre code de déontologie, ça dit que du moins entre pharmaciens, on doit être disponible pour répondre si nos collègues nous posent des questions. Puis, si ça arrive qu'il y a des patients qui nous appellent aussi qui ont des questions, c'est sûr que c'est plus difficile de répondre à une question pour un problème de santé de quelqu'un quand on n'a pas tout son dossier au complet. Mais on peut toujours voir ce qu'on peut faire. Là. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans notre public? Non, aucun problème. De toute façon, vous avez les coordonnées là, autant de la Fondation que de la Rivière et Masticotte. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je vous invite à communiquer avec un de nos deux organismes. Sinon, c'est ce qui conclut notre présentation pour aujourd'hui. Merci à tout le monde de votre présence. Merci, Julien, pour ta présentation. C'était vraiment très intéressant. Merci. Puis, j'aimerais aussi vous aviser que nous allons tenir un prochain webinaire le 30 octobre sur le programme de soutien en entreprise, qui est un programme d'accompagnement pour les employés et les employeurs qui vivent avec le cancer. Donc, les informations seront sur nos réseaux sociaux au cours des prochains jours et semaines. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci encore, Julien, pour ta présentation. Ben oui, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions qui sont plus personnelles ou pour les gens qui vont écouter sur YouTube, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse courriel, à notre numéro de téléphone, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis merci à tous pour votre écoute.